Si l'homme et son œuvre ne sont pas forcément connus sur le bout des tentacules ou des doigts par tout le monde, il y a de fortes chances pour que ces créatures et ces ambiances le soient. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez probablement déjà été confronté à l'influence de Lovecraft. Films, clips, BD, séries, romans, nouvelles, poésie, tableaux, chansons, dessins, jeux de rôle, jeux de société, peluches, chaussettes, la liste est très longue. L'influence de Lovecraft s'étend bien au-delà des frontières d'un petit cercle d'amateurs et d'amatrices d'horreur cosmique et de nouvelles fantastiques. Plus populaire au sens propre que Howard Philip Lovecraft, il n'y a littéralement pas. Même Tolkien et son retentissant chef-d'œuvre adapté en grande pompe au cinéma ne peuvent pas se vanter d'une telle influence constante, voire croissante, sur la culture populaire contemporaine. Pour parler de cette grande question et de l'influence tentaculaire de Lovecraft, nous avons deux cultistes de renom. Benjamin Guéry, qu'on va appeler Ben pendant le reste de l'entretien, si ça te va, qui est la voix, le cerveau, le fondateur, musicien du groupe de black metal Lovecraftien, The Great Old Ones, et Romuald Duliveau, écrivain, auteur de Le dernier jour de Howard Philip Lovecraft aux éditions 404, dessiné par Jakub Rebelka, et également de Pur Sang, au Werg. Je n'ai pas dit de bêtises. Avant, non, pas encore. Vous pourrez retrouver une librairie à la sortie pour quelques ouvrages et l'association Miskatonic qui est venue aujourd'hui présenter de l'univers, présenter des pulps et vous montrer quelques collectors issus directement de cette culture. Alors on ne peut rien leur acheter, on ne peut pas forcément leur voler quoi que ce soit non plus, mais au moins vous pouvez les voir. Pour commencer, très bêtement, comment avez-vous chacun découvert Lovecraft et comment a-t-il, au-delà de la découverte, déployé son influence sur vos créations, votre création Ben, si tu veux commencer. Ok, donc moi j'ai découvert Lovecraft comme pas mal de gens au travers du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu quand j'étais ado, vers 12-13 ans. Donc au début, je ne me suis pas forcément intéressé dans les premiers mois de la découverte du jeu de rôle, je me suis intéressé au scénario du jeu de rôle, donc je vivais les aventures de l'intérieur, mais sans vraiment savoir qui était à l'origine de tout ça. Et très rapidement, donc j'ai voulu en apprendre un petit peu plus, parce que c'est un univers qui me parlait énormément. Et donc je me suis intéressé à l'auteur, et donc j'ai commencé à lire les nouvelles dont étaient adaptés les scénarios, en tout cas du jeu de rôle. Et donc ça, c'est resté, ça m'a accompagné pendant longtemps. Et quand j'ai fondé The Great Old Ones, très rapidement, j'ai retrouvé des choses dans la musique que je composais qui me faisaient penser à mes lectures adolescentes, même si je continuais à lire Lovecraft régulièrement, mais avec un peu moins d'assiduité que quand j'étais adolescent. J'ai retrouvé cet univers-là, ça m'y a fait vraiment penser, les émotions, les paysages, les lieux. Et donc, c'est de cette manière-là où je me suis dit, tiens, je pense que tout colle parfaitement, j'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir, le concept du groupe était très rapidement trouvé. Oui, ça a été très naturel, en fait. Exactement, c'est vraiment, ça m'a semblé évident. Et pour toi, Romuald, qui est écrivain, auteur jeunesse à la base. Pareil, après, même si Benjamin est beaucoup plus jeune que moi, je crois qu'il y a ces problèmes. Il y a toujours quelque chose qui fait médiation avec Lovecraft selon les générations. Je pense qu'avec Benjamin, on a ce point commun d'être arrivé à Lovecraft par le jeu de rôle. Aujourd'hui, la jeunesse arrive beaucoup à Lovecraft par le manga, par Gutanabe, un mangaka qui fait des adaptations. Je pense que dans les années 60-70, ça arrivait plus par une contre-culture, par Métal Hurlant, par Drouillet, Möbius. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, il y a toujours eu des passeurs de Lovecraft. Et oui, moi je fais partie de cette génération, effectivement, comme Ben, qui est arrivé. Moi je faisais du jeu de rôle, j'ai découvert Lovecraft par le jeu de rôle, et je suis assez vite venu aux nouvelles avec avec ce truc. Moi j'étais pas du tout lecteur, et je crois que aussi, on devient lecteur le jour où on ouvre un livre, on a l'impression qu'il a été spécialement écrit pour soi. Et moi j'étais pas du tout lecteur, et en un été j'ai lu Lovecraft. Je pense qu'aussi Lovecraft, il a s'il y a des lecteurs de Lovecraft, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est quelque chose, bien souvent le lien se fait à l'adolescence. On va sûrement discuter pourquoi ça peut se faire. Je crois que c'est parce qu'il y a ce truc
quand on est ado, d'avoir l'impression de rentrer en connaissance d'un monde dont on est les seuls au courant, quoi, de dire on est détenteur d'un secret que le monde adulte ne connaît pas. Et ce qui est assez aussi intéressant, c'est après classiquement, oui, effectivement, quand on se met à, parce que quand on est auteur, on devient d'abord lecteur. Et oui, effectivement, mes premiers bouquins n'ont pas été des pastiches de Lovecraft, mais ont été fortement inspirés par Lovecraft. Donc, mais bon, à un moment, il faut tuer ses idoles, ou en tout cas en faire autre chose. Et c'est aussi ça qui est fascinant avec Lovecraft, c'est qu'en fait, c'est certes un auteur pour adolescents, mais c'est bien plus que cela. C'est à la fois un auteur pour adolescents, et c'est aujourd'hui, voilà, quand même presque 100 ans après sa mort, où c'est aussi un auteur qu'on peut ranger entre Faulkner et Hemingway. Il est d'ailleurs rentré à la Pléiade, alors sous une forme digest, réduite, voilà, mais quand même il est rentré à la Pléiade. Oui, ce qui a pris beaucoup de temps. Après, on parlera de traduction, tout ça, on va en parler, mais voilà, je pense que Lovecraft, c'est avant tout une rencontre adolescente, mais qui évolue au fil du temps. Et les rapports sont toujours changeants avec cette œuvre, avec cet auteur. Oui, le rapport à l'adolescence, on pourrait le relier au métal, qu'on découvre aussi très souvent quand on est adolescent. Et il y a un petit peu les mêmes, peut-être les mêmes émotions. Ça y faisait penser, justement, j'ai l'impression qu'avec Lovecraft, comme pour la musique métal, on a besoin, ça dépend de chaque personne, mais j'ai l'impression que de manière assez majoritaire, on a besoin d'une sorte d'initiation. En gros, dans la musique métal, c'est souvent quelqu'un qui nous y amène. Dans mon cas, c'était le cas, mais autour de moi, les personnes que je connais qui sont un peu dans ce milieu du métal, tout le monde a été initié parfois par le grand frère de celui-là, alors soit de sa propre famille, soit un ami qui lui a été initié par son grand frère qui écoutait ça avant. Et Lovecraft, le jeu de rôle, c'est un peu une initiation à l'univers de Lovecraft aussi, à l'origine, quand on le découvre par ça. Et j'ai l'impression que c'est assez lié, et ça rejoint ce que disait Romuald sur ce côté de découverte quand on était adolescent d'un univers un peu fascinant et comme un peu un savoir interdit on est autorisé enfin d'y entrer. Et j'ai l'impression que le métal, c'est un petit peu la même chose. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'on aborde, j'ai l'impression, la littérature Lovecraftienne, enfin en tout cas l'œuvre de Lovecraft, assez différemment quand on est ado que quand on est adulte. Et en tout cas pour ma part, j'ai l'impression, et peut-être pour Romuald toi aussi, tu me diras, mais on est très sur l'œuvre elle-même quand on est adolescent, et quand on devient adulte, on commence à ça. On aime toujours l'œuvre, mais on commence à s'intéresser au personnage de Lovecraft lui-même, peut-être parfois même un peu plus que son œuvre lui-même. Oui, après, il y a cette multiplicité, mais pour revenir à ce que tu dis, c'est assez intéressant de se dire ce truc d'initiation. Je pense que c'est un truc générationnel aussi. C'est-à-dire que, sans parler de contre-culture, on a connu cette époque où écouter du métal ou lire de la littérature de l'imaginaire, c'était pas mainstream. Aujourd'hui, les expositions métal à la Philharmonie, vous êtes déplacé dans un lieu culturel pour entendre parler un chanteur de black metal et un auteur de bande dessinée, donc des trucs un peu obscurs quand même aussi, quoi. Donc il y a ça qui a changé, quoi. Je réfléchis parce que ça m'a beaucoup parlé, parce que moi j'ai découvert le métal comme ça. Je vais vous raconter ma vie, je suis désolé. J'habitais dans un petit bled de Cambrousse, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et il y avait vraiment, c'était le métallo, le hardeux des années 80, avec les jeans serrés, un peu les déchiré, baskets Metallica, enfin les baskets Americana, etc., et qui étaient plutôt Judas Priest, Maiden, etc., et qui me passaient des cassettes, quoi, que j'écoutais dans le bus, et vraiment ça m'a... Voilà. Bon, à la fin de l'année, il m'a dit non, les trucs que tu écoutes, c'est trop violent pour moi, quoi. C'est-à-dire que voilà, il m'avait mis le pied dedans, mais c'est vrai que c'est vraiment ça. C'est vraiment sans ce gars-là, donc, auquel je pense très souvent. Je me demande ce qu'il est devenu, quoi, parce que il m'a ouvert un monde, et c'est vrai que c'est vraiment ça. Et je pense que par contre, chez les jeunes, aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent, parce que, comme tu le disais de façon très pertinente, c'est que Lovecraft, il est partout dans la culture aujourd'hui, sur Netflix, sur machin, enfin, il y en a partout, quoi. Oui, même de manière non explicite, et peut-être c'est une des clés de Lovecraft, c'est cet artifice, on pourrait lire comme un artifice de l'indescriptible, de l'indicible. Tout ce qu'il décrit est indicible. Donc au final, tout le monde peut s'approprier cet indicible, le glisser dans une série pas du tout Lovecraftienne, comme il y a eu Stranger Things, avec ces images très caractéristiques, ou plus littéralement, il laisse en fait un champ libre à toute forme d'interprétation, de lecture, d'appropriation du mythe. C'est très intrinsèque à son travail, en fait, parce que c'est arrivé très vite, même de son vivant, ses camarades, enfin, c'est essentiellement ses correspondants, les gens avec qui il correspondait, donc par écrit, parce qu'il a énormément d'amis, mais
des amis qui, bien souvent, il n'avait jamais vus, se sont très vite appropriés son travail pour en faire des nouvelles. Donc c'est arrivé très très vite. Voilà. Alors ça restait dans l'environnement des pulps. Vous pouvez voir des très bons exemples amenés par l'association Miskatonic. Je vous invite à aller voir ça parce que c'est quand même c'est assez rare de. Voilà, ça restait assez confidentiel, mais aujourd'hui, voilà, dans les années 30, c'était les pulps, même si c'était des tirages qui feraient rêver n'importe qui aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas combien étaient tirés les pulps, mais c'était des trucs hallucinants, quoi. Mais maintenant, oui, c'est partout, quoi. Mais c'est intrinsèque à son travail. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi son œuvre donne tant envie, pas de la plagier, mais il y a un peu de ça, ou de la continuer, ou de la faire vivre, de l'utiliser peut-être, ouais, de l'utiliser. Bah, déjà parce qu'il y a un côté qui marche. Après, c'est difficile à expliquer, mais dans la littérature de Lovecraft, il y a pourquoi on l'aimait adolescent, parce qu'il y a quelque chose qui nous emmène. Il y a quelque chose d'un peu mystérieux, horrifique, et qui est effectivement, comme tu disais, pas super décrit pour certaines choses, mais qui garde un peu ce côté mystère. Donc quand c'est utilisé, alors c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais dans certaines séries ou choses comme ça, c'est presque la facilité en fait d'utiliser ça devient un peu marketing. Ouais, voilà, c'est un marketing ou je sais pas parce que c'est pas forcément affiché de manière directe, c'est juste on va mettre ça, les gens vont le ressentir et ça va marcher. Mais c'est presque une facilité. Et par rapport à ta musique, parce que j'ai découvert complètement par hasard qu'il y avait un groupe de rock psychédélique américain qui s'appelait H.P. Lovecraft dans les années 60-70, enfin entre les deux. Donc, de manière amusante, ça va aussi avec du rock psychédélique. Comment est-ce que toi, tu définirais ce black metal Lovecraftien, ce qui va te différencier d'un autre type de black metal, comme ce que vous avez pu entendre hier éventuellement, qui n'était pas Lovecraftien, voilà, ce que tu arrives à retransmettre dans ta musique? Bah, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que là, ce qu'on propose avec TGO, pour simplifier le nom, déjà, c'est notre vision de Lovecraft. C'est-à-dire que jamais je me permettrais de dire ce qu'on propose, c'est la bonne vision. Il n'y en a pas qu'une, de toute façon, c'est une vision d'artiste, donc après, ça peut être très, très vaste. Mais moi, ce qui m'intéressait en fait là-dedans, et le rapport, comme j'expliquais tout à l'heure, que j'ai trouvé rapidement entre les deux, c'était cette notion d'ambiance. J'aurais du mal à imaginer une musique qui s'inspire de Lovecraft où il n'y ait pas un minimum d'ambiance. En gros, ça, pour moi, ce serait un petit peu la base. Retrouver ces choses-là, et après, il y a différents styles un peu de... Il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui utilisent Lovecraft, il y en a un paquet. Oui. Et tous de manière très différente. Et c'est ça qui est intéressant, mais ça rejoint un peu, j'ai l'impression que dans ce que ce soit dans la bande dessinée, dans la littérature, tout le monde fait un peu son truc. Et là, c'est un peu la même chose, sauf que de notre côté avec TGO, le but, c'était de faire quelque chose qui soit un peu moins centré sur un élément. C'est-à-dire, parfois, tu vas avoir des groupes qui font des choses très très bien, mais qui vont être centrés sur ce côté très, très sombre, très rampant, le côté purement désespéré un peu, et le nihilisme en fait de l'œuvre Lovecraftienne. Par contre, nous on essaie d'y mettre un peu plus de background, c'est-à-dire imaginer un peu plus les paysages, les lieux. C'est un peu vraiment un côté un peu cinématographique en fait dans la représentation de la nouvelle ou de l'histoire de laquelle on s'adapte. Ça va surtout être ça, je trouve, en tout cas la différence et la singularité de ce qu'on propose, c'est d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus large et pas juste le côté méchant. Comme il y a des groupes comme Blutos Nord qui sont eux sur le côté très noir. Oui, mais il y a beaucoup d'atmosphère aussi. C'est un peu le central, c'est-à-dire que Blutos Nord, qui est un groupe français aussi, enfin un groupe, c'est un mec d'ailleurs tout seul. En fait, il y a cette ambiance, mais eux, ils vont un peu plus vers ce côté. Parfois, je pourrais presque même dire que Blutos Nord, je trouve, est presque plus Lovecraftien que nous. C'est marrant parce que... Vous complétez, je trouve les univers se complètent. Mais si je devais, moi, me baser sur la vision, bon, alors TGO, ça va être ma vision de la chose, mais parfois, quand j'écoute Blutos Nord, je me dis, ouais, quand même, les mecs, ils ont bien compris le truc. Il y a quelques albums où c'est plus torturé. Il y a un côté beaucoup plus torturé, qu'on retrouve moins dans TGO. Dans TGO, j'ai l'impression, dans la musique qu'on propose, on va être plus dans le côté... dramatique qu'on peut retrouver dans pas mal de fins de nouvelles de Lovecraft où de toute façon ça se termine jamais vraiment très bien et puis à la fin de toute façon tout le monde devient fou ou mort. C'est un peu le principe, voilà. Dans l'ordre préféré. Voilà. On retrouve plutôt ce côté dramatique justement, un peu mélancolique aussi, et là où Blutos Nord va être plutôt dans ce côté vraiment torturé.
Ça va être la principale différence. Romuald, tu t'es intéressé particulièrement au dernier jour, avec la bande dessinée Le Dernier Jour, la fin de Lovecraft, qui est quand même mort seul. De manière, voilà, On meurt toujours un peu seul, mais lui il est mort vraiment mort très seul. Donc dessiné par l'artiste polonais Jakub Rebelka, qui rend lui aussi à sa manière avec beaucoup de couleurs très bien. Ouais, mais pourquoi la fin de Lovecraft en particulier Pour faire un peu, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec Benjamin, c'est-à-dire que ça peut arriver. Non, mais après tu vas voir, ça va se passer. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui utilisent Lovecraft. Alors, ça peut peut-être paraître très prétentieux, mais c'est devenu un mème, hein, et moi, ça m'insupporte un petit peu, quoi. Et je pense que, alors, je sais pas comment c'est en musique, en littérature, mais moi, ce que j'aime dans la musique de The Great Soul One, c'est une particularité que je retrouve pas dans tous les gens qui s'inspirent de cette musique-là. C'est un travail au paysage. Je sais pas comment le dire ça, c'est-à-dire que quand j'écoute la musique de Ben, il y a quelque chose de l'ordre de paysage et d'un lyrisme. Et aussi peut-être d'un onirisme, et qu'effectivement, moi, la part noire, enfin, les musiques métal qui vont aller travailler ce côté un peu glauque, etc., ça m'intéresse pas forcément. Quoi. Et il y a quelque chose d'un espace, ouais, je sais pas comment le dire autrement. C'est un peu de la musique un peu à 360 degrés. C'est ce que j'aime beaucoup dans ton travail. Oui, on a l'impression de survoler. Voilà. Et puis le temps aussi, il y a quelque chose dans la gestion des morceaux voilà, c'est pas des morceaux de 3 minutes 30, donc il y a des ambiances, vraiment des paysages sonores. Et tout ça pour dire qu'en littérature aussi, moi j'avais envie, enfin, Lovecraft, donc on l'a bien dit, hein, c'est donc quelqu'un qui invente des créatures, voilà, c'est fantastique, et c'est toujours indicible, irreprésentable. Et pourtant, ce qui est toujours très étrange, en France, mais depuis Drouillet, depuis Möbius, parce qu'eux, je pense qu'ils fumaient beaucoup de drogue et qu'ils ne se sont pas trop posé la question à l'époque, on s'entête à le représenter. Et j'ai jamais trop compris pourquoi, mais après, c'est un mec aussi, voilà, et comme ces créatures et tout ça, j'avais envie de reparler de l'homme derrière, quoi. Après, les idées, tu sais pas comment elles viennent, je pourrais le décrire, mais c'est quand même quelqu'un qu'on a beaucoup réinventé et qu'on a mythifié, on a fait un ermite, etc. Oui, ce qui est totalement erroné, d'ailleurs, il s'appelait oui, ce qui est totalement erroné, effectivement, il voyageait pas des tonnes parce qu'il avait pas de fric, quoi. Donc, quand il voyageait, il prenait le bus, il allait à pied, mais c'était quelqu'un qui aimait voyager, qui aimait rencontrer des gens, c'est juste qu'il n'avait pas de thunes, quoi. Et je sais pas, c'est quand les œuvres deviennent encombrantes comme ça, les artistes disparaissent derrière. Et moi, j'avais plus envie de m'interroger derrière l'artiste, mais essentiellement parce que on disait tout à l'heure, excusez-moi, je suis très bouillon ce que je dis, mais c'est Lovecraftien. Je passe d'une idée à l'autre, mais il y a la vision, le lien à Lovecraft évolue, et moi, je suis revenu à Lovecraft par la correspondance. Lovecraft, en fait, pendant très longtemps, on a dit que c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas, dont on ne connaissait pas la vie. Or, c'est quelqu'un qui a écrit entre 60 000 et 100 000 lettres estimées. C'est l'écrivain le plus prolifique de l'histoire de la littérature. Hein, donc, à dire vrai, c'est l'écrivain américain dont la vie est la plus documentée. Donc, c'est ça, quand on en fait un mec, on ne connaissait pas la vie alors qu'on a le plus de documentation. Donc, moi, j'ai beaucoup lu sa correspondance, et c'est là où j'ai découvert un autre lien qui était plus cette fascination adolescente pour la tentacule, pour le monstre, pour le cauchemar, mais c'est comment ces histoires naissaient dans un homme et qui, en fait, trouvaient leur source parce qu'il a échoué dans tous les domaines de sa vie. Et je trouve ça fascinant parce que c'est universel. On a tous l'impression d'échouer à peu près dans tous les domaines de notre vie. On fait des trucs, on fait des enfants, on se marie, on a des histoires. Mais le travail, ça va jamais trop. L'amour, ça va jamais trop. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est universel, cette impression. Mais lui, il a été jusqu'au fond du truc, quoi. Et j'avais envie d'avoir cet aspect-là un peu universel, voilà, qui parle. Oui, l'humain, en fait, l'homme derrière le mythe, tout simplement. Et puis après, il y avait le challenge. C'est assez marrant, c'est qu'avec Jakub, alors Jakub est polonais, le dessinateur avec qui j'ai travaillé, et on s'est rencontrés après coup. C'est-à-dire que c'est un mariage arrangé. Moi, j'ai écrit mon truc. L'éditeur a trouvé un illustrateur pour le faire. Et j'étais persuadé qu'on se l'était dit, et lui aussi était persuadé pour moi, je voulais faire un livre sans tentacules. Et pour Jakub, c'était une évidence aussi, mais on se l'est jamais dit. Donc c'est assez marrant. C'était aussi le parti pris de se dire, voilà, on fait un livre sur Lovecraft, mais on va faire tout ce qu'il faudrait faire pour un livre sur Lovecraft, mais on va pas le faire. Voilà. Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une on est un peu taquin. Au niveau de l'univers, Ben, le prochain album de TGO sort donc en janvier. Il s'appelle Kadat.
Kadat, c'est une partie un petit peu moins connue peut-être de Lovecraft, qui concerne un cycle, parce que l'œuvre de Lovecraft est beaucoup divisée en cycles, et là c'est celui des Contrées du rêve. Comment est-ce que tu as un petit peu choisi, et la nouvelle, la découverte de Kadat l'inconnu, fait partie des nouvelles les plus appréciées, même si les plus difficiles à lire pour certains. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré vers Kadat, et comment est-ce que tu choisis, justement, tu parlais des paysages, des atmosphères, comment est-ce que tu choisis vers quelle direction orienter tes albums, ta musique, etc. Alors après, sur chaque album, c'est à peu près toujours le même processus. Et généralement, j'écris un ou deux morceaux. C'est toujours la musique quand même qui arrive en premier. À la fin, ce qu'on fait, c'est de la musique. Donc, même si Lovecraft a une part essentielle dans le concept, on commence toujours par ça. Généralement, j'écris un ou deux morceaux et rapidement... pareil, c'est des sensations. C'est dire, ah bah tiens, ces morceaux, ça va un petit peu vers là. Par exemple, là, pour Kadat, les morceaux qui étaient sortis, il y avait quelque chose d'un peu plus lumineux à des moments. Hein. C'est pas non plus trop la fête, mais il y avait quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Donc je me suis dit, tiens, ça me fait penser à quelque chose d'un peu différent, et surtout du mythe de Cthulhu. Et il y avait peut-être aussi cette envie dont tu as parlé un peu par rapport à la BD, de changer un petit peu le mythe de Cthulhu tout le temps, partir sur les grands anciens, même si c'est le nom du groupe, mais les grands anciens, les tentacules, tout ça, même s'il y a quelques tentacules qui traînent quand même dans la quête onirique, hein, oui. Elles sont jamais très loin. Il faut quand même aussi qu'il y en ait un petit peu. Ouais, on est d'accord. Mais très vite, donc c'est arrivé comme ça, et donc là, ça m'a fait refait penser à ce que je l'avais pas lu depuis vraiment longtemps. À mes lectures de ça, de la quête onirique particulièrement, qui effectivement est clairement pas, pour ceux qui l'ont pas lu, la plus facile à lire. Ça, c'est la petite aparté. Je trouve qu'aussi, d'ailleurs, on arrive beaucoup plus facilement à relire des trucs qu'on a lus quand on était adolescent. Je suis pas sûr que découvrir Lovecraft, lire la quête onirique, par exemple, à 40 ou 45 ans, ce soit si simple que ça. Moi, je pense, je suis pas persuadé. Enfin, peut-être qu'on pourrait en parler. Je suis peut-être pas très vendeur pour Lovecraft, etc. Mais je crois pas qu'on puisse devenir. Je crois qu'on devient fondamentalement lecteur de Lovecraft à l'adolescence. Je sais pas si on peut, si on trouve un intérêt à Lovecraft en étant adulte. Je sais pas. Hein, peut-être que c'est parce que c'est quelque chose que j'arrive pas à me projeter, mais. Ou peut-être justement parce qu'on a déjà lu adolescent et qu'on a du mal à prendre un peu de recul, parce qu'il y a quand même une richesse. C'est pas richesse. Facile à lire non plus. Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie de se casser la tête quand on a 40 ans, à découvrir tout un univers avec quelque chose qui, en plus, l'auteur ne nous aide pas spécialement à rentrer dedans, parce que c'est pas l'écriture la plus simple. C'est un style assez désuet. C'est vrai qu'aujourd'hui, son style semble désuet, même s'il est très soutenu, et que ça expliquerait peut-être, tu parlais des traductions après, c'est l'éternel problème. Lovecraft, c'est la traduction de Lovecraft. En français, a toujours été un truc un peu... C'est un mythe. J'allais dire problématique. C'est pas que c'est problématique, c'est une question. Voilà, on est 15 Lovecraftiens et tout le monde s'excite là-dessus pour plusieurs raisons. C'est parce que pendant très très longtemps, comme c'était littérature de l'imaginaire, c'était traduit par des gens qui étaient dans la littérature de l'imaginaire, mais surtout avec des budgets de la littérature de l'imaginaire. Et donc Lovecraft, lui, déjà quand il écrit au début du XXe siècle, il s'imagine écrivain anglais du XVIIIe. Donc par définition, par volonté, il a un style archaïsant, etc. Tout ça pour dire que Lovecraft, c'est quelqu'un qui est difficile à traduire et qui a pendant très longtemps été traduit avec des petits budgets. Donc les mecs, ils n'avaient pas le temps d'y passer la vie. Et aujourd'hui, on met de l'argent, ça ne résout pas forcément le problème, parce que Lovecraft a un style, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire en français. Il était d'ailleurs complètement décrié par la critique américaine contemporaine. Il s'est fait descendre par les critiques contemporains. Déjà, il n'était pas très connu, pas très lu de son vivant, et en plus, il se faisait assassiner par les critiques. Parce qu'après, c'est pas Hemingway, quoi. C'est-à-dire que là où Hemingway met un adjectif par page, Lovecraft, il en met 15 par mot, quoi. Mais c'est cette façon de surcharger le récit, de le saturer de perceptions, de sentiments. Déjà en anglais c'est compliqué, mais en français on n'aime pas ça. Donc si on fait une traduction, c'est comment on traduit ça. Traduit, on a l'impression que c'est tout pourri, quoi. Donc tout ça pour dire que c'est pas forcément, on n'est pas hyper vendeur avec le gars, quoi. Non, mais je te dis, même au niveau de TGO, ça m'arrive des fois d'avoir des personnes qui sont intéressées au groupe sans connaître vraiment l'œuvre de Lovecraft, qui viennent me voir en me disant alors je kiffe la musique. Du coup, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu peux me conseiller quelque chose? Alors, j'essaie de conseiller les plus simples pour démarrer.
Et parfois, ça m'arrive d'avoir des messages. Bon, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Hein. Concrètement, il y en a beaucoup qui arrivent pas à rentrer dedans. Bah, En tout cas, ouais. non, vas-y, je t'en prie. Pour compléter, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant quand la BD est sortie l'année dernière, il y a plein de gens, la BD a rencontré quand même assez bien son public, et donc il y a plein de gens, j'ai rencontré quand même pas mal de gens cette année, et c'est très souvent, les gens viennent vous voir et ils disent « Ouais, j'adore Lovecraft », et puis vous creusez, en fait, ils n'ont jamais lu Lovecraft. Ils adorent Lovecraft, mais ils adorent Gutanabe, ils adorent les adaptations, ils adorent... je sais pas, ça peut être des univers, ça peut être Carpenter, etc. Mais à chaque fois, c'est « Oh non, les nouvelles, c'est trop compliqué ». Ouais, c'est amusant. Tout ce qu'on Mais disait ça au revient début. un peu à l'utilisation du début dans les séries, tout ça. Il y a un côté facile à utiliser pour des choses adaptées. Mais alors, dès que tu te plonges vraiment dans le truc, ça peut être plus compliqué. Mais pour revenir sur Cadas, moi, quand je l'avais lu adolescent... Alors là, par contre, ce qui est marrant, c'est que je l'avais lu adolescent, j'avais adoré. Par contre, j'avais trouvé ça dur. Et là, je l'ai relu. Et j'ai passé un moment incroyable sur la quête onirique. Et après, Cadas, c'est une nouvelle donc, qui est plus ce qu'on appelle les contrats des rêves. Hein, qui ne savent pas, donc qui peut, pas parodier, mais qui tire peut-être plus aujourd'hui vers des univers qui peuvent sembler des univers d'heroic fantasy ou des choses comme ça. Il y a quelque chose de leur dimension, mais il y a quelque chose de très onirique. C'est aussi le texte qui avait le plus souffert de la... C'est l'un des premiers textes qui a été traduit, qui était traduit par Bernard Noël, qui était un poète, qui était un très bon, mais qui n'était pas un très très bon traducteur. C'est le texte dont la traduction était la plus fautive. Donc je ne sais pas quelle traduction tu as relis. Je pense que les traductions récentes. J'ai relu celle qui est sortie chez Mnemos, donc. Voilà, qui est fantastique. Ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à la relire, et donc du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est évident, c'est ce qui sera en fait le concept du prochain album, parce qu'il y a déjà ça changeait. Ça collait bien à cet univers-là. Moi, je voulais repartir vers un concept album, puisque l'album précédent était un concept par rapport à, on va dire, un fil rouge qui est le cosmicisme, sa philosophie littéraire, sur le fait qu'on ne représente pas grand-chose à l'échelle du cosmos et de l'univers. Une chure de mouche sur la porte de service de l'univers. Voilà. C'est sa définition de l'humanité. Il avait une vision de l'humanité qui était pas fantastique, on va dire. Mais, et du coup, là, repartir vraiment sur un concept album, et j'ai trouvé que cette nouvelle-là, alors les cycles du rêve de manière générale, mais cette nouvelle-là qui est un peu l'apothéose de ce cycle, parce que c'est la nouvelle la plus longue, présentait quelque chose de vraiment différent. Et d'ailleurs, quand je l'ai relue, j'ai trouvé... elle m'a presque un peu touché, parce que limite, c'est presque la plus proche de Lovecraft lui-même, en tant que le protagoniste est presque plus proche de Lovecraft lui-même dans son côté rêveur, un peu faible quand même, dans la nouvelle. Randolph Carter, il est génial comme personnage, mais il sert pas à grand-chose, comme dans beaucoup de protagonistes des nouvelles de Lovecraft. Mais là, il a ce côté où lui, il est tout le temps obligé de se faire aider. Dès qu'il doit se passer un truc, de toute façon, c'est pour lui, il tombe quelque part, il faut que ses potes aillent l'aider à droite à gauche. Et j'ai trouvé ça assez touchant, et d'ailleurs, j'aime toujours, évidemment, les nouvelles de Lou, mais dans le cycle du rêve, il y a un côté sur Lovecraft lui-même que je trouve même plus touchant. On le retrouve plus, et presque plus intéressant maintenant. Ça, après, c'est à mon avis, mais... Après, c'est ce que tu dis par rapport à la musique, c'est intéressant que c'est paru comme ça, parce que c'est vrai que c'est les nouvelles qui sont les plus lumineuses. Dans cette nouvelle-là, il y a une sorte de fin, avec un totep, on va aller voir ça, qui est quelque chose qui est presque... qui est de l'ordre du religieux, ce qui est très très rare, en fait, chez Lovecraft. Ouais, complètement. Il y a une sorte d'épiphanie, un petit peu. À la fin, est assez belle, cette fin-là. Bon, déjà, c'est une espèce d'happy end, ce qui est quand même très très rare chez Lovecraft. Et en plus, bon, alors, c'est du Lovecraft, donc il y a des adjectifs effectivement toutes les 2 secondes, mais il y a un côté très poétique qui arrive, qu'on trouve moins. Et c'est avec le temps, d'ailleurs, j'ai commencé à me réintéresser à des textes de Lovecraft que j'avais lus plus jeune, mais que j'avais un peu laissé de côté pour me concentrer uniquement sur les tentacules. C'est ce qu'on aime un peu. On est tous passés par là, le garçon, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, là, je redécouvre des choses. Moi, je me souviens avoir relu le Azathoth, le texte qui est un poème en prose, et d'avoir trouvé ça parfois même un peu naïf, à la limite, mais il y a un côté très beau que j'avais complètement zappé, en fait. J'avais mis de côté dans ma tête. Pour moi, Lovecraft, c'était les tentacules. Mais en fait, il y avait tout ce pan-là que j'avais un peu oublié et que je redécouvre en étant adulte. Et je pense que c'est justement intéressant de s'y intéresser à cette part-là, puisqu'on retrouve beaucoup plus Lovecraft. Alors,
Dans la partie du mythe de Cthulhu, on retrouve Lovecraft, mais sur ses côtés très noirs. Ouais. Dans les cycles du rêve, on retrouve son côté plus naïf, plus rêveur. On imagine bien le mec avait un peu de mal à sortir peut-être de ses rêveries à lui-même. De l'autre côté, je trouve ça très intéressant. Et en plus, peut-être le côté merveilleux aussi. C'est vrai qu'on Lovecraft a créé le sous-genre du sous-genre du sous-genre qu'on appelle aujourd'hui horreur cosmique, mais il était lui-même inspiré par des grands noms de la littérature merveilleuse. Lord Dunsany, Abraham Merritt, Arthur Machen, Robert Chambers aussi, qui sont assez sombres, mais qui restent quand même très lumineux. Bon, il aimait Poe également. Et c'est peut-être dans les contrées du rêve, le cycle du rêve, que ce côté merveilleux, un peu onirique, parfois, comme tu l'as dit, un peu naïf, se perçoit. Complètement. Après, l'horreur, elle est jamais très loin non plus. Même dans la quête onirique, il y a ce côté justement très onirique, très rêveur, mais il y a toujours ce sentiment un peu d'horreur. Plein de créatures aussi. On sent qu'il y a ce côté un peu oppressant. C'est un peu... Randolph Carter, alors, il a des amis, tout ça. Mais par contre, le monde est un peu contre lui. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui veut l'empêcher d'arriver là où il veut aller. Et on pourrait se dire que ça se rapproche un peu de Lovecraft lui-même, de ce côté-là. Oui, Lovecraft a beaucoup travaillé par période d'influence. Parce que tous les récits qui sont liés au monde du rêve, en fait, viennent assez tôt dans sa carrière. C'est effectivement cette période où il est fasciné par Lord Dunsany, qui était un auteur de l'époque, qui est l'un des précurseurs en fait de l'héroïque fantasy, la fantasy plutôt, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'héroïque. C'est plus, mais ce qui est particulier avec le texte dont Benjamin s'est inspiré, c'est que c'est un texte du rêve, mais qui est beaucoup plus tardif. Et donc, qui fait une sorte de synthèse, en fait, entre ses premières inspirations, ses premiers écrits du rêve, qui sont quasiment des pastiches, en fait, de Dunsany. Et puis, voilà, et sa vraie invention, quand il revient à Providence, après son séjour à New York, où donc il invente ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'horreur Lovecraftienne, mais donc je crois que c'est quand même un texte assez tardif, et donc il y a une sorte de conjugaison des choses. Et c'est un texte mystérieux, en fait, parce qu'à la fois, il y a des côtés très naïfs, mais il y a une côté, voilà, je trouve ça vachement intéressant ce que dit Ben, parce qu'effectivement, il y a cette lumière-là qu'on trouve dans très peu de textes, en fait, chez Lovecraft. Oui, la lumière est quand même vite... Ouais, il y a vite des ombres. On est un peu opprimé, quoi. Oppressé. Et d'ailleurs, la pochette qui a date l'inconnu, enfin ton prochain album est réalisé par Jakub Rebelka, de la même manière que le nouveau clip est réalisé aussi par Jakub Rebelka. Donc il y a une sorte de confrérie là. Ah bah là, de toute façon, je pourrais pas dire le contraire que la Voire BD de consanguinité. Limite. C'est vrai que la BD de Romuald et Jakub a une part vraiment importante, puisque déjà, c'est grâce à la BD que j'ai découvert Romuald et Jakub, qui a réalisé donc l'illustration, qui m'ont gentiment donné l'autorisation d'utiliser de manière libre les illustrations de la BD. Donc, ouais, là, entre les deux albums, effectivement, il y a une espèce de consanguinité. Mais en même temps, alors j'espère que tu vas pas me dire le contraire maintenant, mais chaque fois que j'ai posé la question sur les trucs, tout le monde était plutôt enchanté et ça a donné plutôt des trucs qui sont très très chouettes, quoi. Donc, puis c'est sympa, ça fait communiquer des univers qui sont assez différents, mais avec quelque chose de central qui est, mine de rien, Lovecraft Olvier. C'est pas rien quand même. Alors, je vais te dire un truc que moi je t'ai encore jamais dit, mais quand j'ai écrit ce texte, mais je l'ai quand même porté pendant très très longtemps, parce que alors c'est des trucs, on se dit, moi Lovecraft, j'ai commencé à lire à 15 ans, donc aujourd'hui je pourrais presque dire que j'ai mis 35 ans à l'écrire, ce texte. Et c'est un peu vrai, parce qu'il y a une sorte de maturation. Alors j'ai pas travaillé dessus, mais j'ai travaillé assez longuement sur une période, en plus c'est quand même une réflexion sur la finitude de nos vies, etc. Une période où j'ai perdu mes parents, etc. Donc j'étais un peu dans tout ça. Mais pendant toute l'écriture, pendant très très longtemps, je me suis dit, putain, si on pouvait avoir un ou deux morceaux des Gretel One pour illustrer cet album, ça serait démentiel. Voilà. Donc quand Ben nous a proposé c'est bien sûr, c'est le kiff, quoi. Franchement, que ton œuvre vive, que des gens, ce qu'elle inspire, que ça t'inspire, voilà. Quand j'ai vu le clip, ce qui a été fait, en plus le morceau est énorme, bien sûr, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire, bien sûr. Ça fait plaisir. Et même si on s'éloigne un tout petit peu, on fait une mini parenthèse, on s'éloigne un peu de Lovecraft, mais on reste relié au métal, puisque dans ton dernier roman, Pur Sang, qui est donc un roman, comme on dit aujourd'hui, young adult, donc à destination plutôt d'un public de grands adolescents, très sombre,
On va pas forcément parler du pitch, enfin si tu veux, mais quelque Non, chose c'est pas la peine. qui est frappant, c'est que la musique est un personnage à part entière dans ton roman, et pas n'importe laquelle. Ouais, alors après, moi, dans l'écriture, la musique est assez présente. J'ai écrit un roman où il y avait un lien assez fort avec le jazz, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de faire qu'un lien avec la musique, avec le métal, et qui soit pas un lien artificiel, parce que je supporte pas ces livres où il y a des comment dirais-je, des bandes son à la fin. Je dis ça, mais je l'ai fait. Et donc j'avais envie de dire qu'est-ce que c'est que ce sens-là. Et puis donc effectivement j'avais envie, en plus en faisant quelque chose pour les adolescents, de parler de mon propre rapport à cette musique quand j'étais adolescent. Aujourd'hui, la musique métal, à la fois pendant très longtemps ça a été décrié. Aujourd'hui, ça devient quasiment mainstream. Et je suis pas bien sûr qu'on ait toujours compris en fait que quand on est ado, moi quand j'écoutais du métal quand j'étais ado, le métal m'a sauvé la vie, mais vraiment de façon absolue. Je ne serais pas en vie si cette musique n'existait pas, parce qu'elle m'a permis d'être gai en fait, c'est-à-dire d'expulser la colère dans cette musique. Voilà, c'est vraiment. Et il y a des études sociologiques qui démontrent que les gens qui écoutent du métal sont des gens beaucoup plus fréquentables que les gens qui écoutent d'autres musiques. Ne cite personne, ouais. Non. Et donc voilà, j'avais envie de travailler de ça. Donc c'est l'histoire d'une adolescente qui utilise cette musique pour canaliser sa violence, pour l'expulser, et qui, au moment où on l'en prive, va entrer en crise. Et puis donc du coup, j'ai un peu joué parce que à dire vrai, je commence à être un peu vieux, donc je ne connais pas forcément. Enfin, si je connais les groupes, mais ça me parle moins que les groupes que les jeunes aujourd'hui écoutent en métal. Donc j'ai fait une sorte de gimmick, elle n'écoute que des trucs qu'elle a retrouvés sur des cassettes de son père, et donc c'est des trucs que moi j'écoutais. Voilà. Et du coup ça me donnait du sens, et ça m'a fait très plaisir parce que du coup après il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tanguy Viel, qui est un mec qui écrit aux éditions de Minuit, et son premier roman qui est sur l'univers du jazz, il dit j'avais envie de faire un livre qui sonne comme un solo de John Coltrane. Et là moi j'avais envie de faire un livre qui sonne comme un morceau de death metal, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais envie. Et tu l'avais jamais fait par le passé? C'est une des premières fois que tu fais ça dans ton il y a toujours un peu de musique, il y a des bouquins, il y a un bouquin. Et j'ai eu ma période, j'étais rentré dans très Nine Inch Nails, très musique indus, et voilà. Alors c'est aussi très, très utile pour avoir des personnages dépressifs, ça marche bien. Mais après, moi j'ai grandi comme ça aussi. Je suis de formation scientifique alors qu'aujourd'hui je suis écrivain. Et donc j'ai aucune culture classique, je me la fais moi-même. Et j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les auteurs qui savent semer des pierres. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup lu d'auteurs nord-américains, parce que pendant j'ai eu ma période où j'ai lu beaucoup de romans de Philippe Dian, qui parlaient de Brotigan, de Faulkner, d'Hemingway. C'est comme ça que je suis arrivé là-dedans. Et donc je me dis, la référence est toujours un peu casse-gueule, mais si t'arrives, si je me dis, voilà, ce livre que j'ai fait, j'ai des jeunes qui vont l'écouter, Morbid Angel ou Brutal Truth, c'est bien, quoi. Voilà. Oui, c'est toujours ce côté transmission qu'on évoquait en début de rencontre. Ouais, je crois aussi, alors ça fait vieux con, mais on arrive à des âges où c'est ça qui a du sens dans la vie. C'est quand tu peux tu as eu un peu d'expérience, tu as fait 2-3 trucs, tu as des choses qui ont été importantes pour toi. Moi, j'en croise régulièrement, et on en connaît tous aujourd'hui, des ados qui, c'est comment ils gèrent leur rapport à la violence, etc. Parce que cette violence, elle est en nous, on est des êtres humains, voilà. Et moi, tout ce que je sais, c'est que le métal m'a aidé à gérer mon rapport à la violence. Et contrairement à ce que on peut croire, ça n'a pas fait que je suis devenu violent. Bien au contraire. Je pense que je ne suis pas devenu violent parce que j'ai écouté du métal. Donc voilà, si tu peux poser ces trucs-là, c'est très bien. Oui. Le métal a de toute façon un côté très cathartique, dans tous les cas. Dans la plupart des styles, même dans les styles les plus extrêmes. Alors après, ça dépend de chacun. Il y a des personnes... il y aura toujours quelqu'un pour te dire oui, mais lui, ça l'a rendu pas bien. Il y a toujours, comme dans le jeu vidéo, comme dans le cinéma. Oui, et comme quand on était jeune, il y avait des tueries parce que soi-disant le mec il avait été voir Rambo. Oui, on l'a vu avec Marilyn Manson. Ou qu'il s'était foutu en l'air parce qu'il avait joué à un jeu de rôle et il y en avait un dans le monde entier, mais du coup ça faisait peur à tout le monde. Mais de manière générale, le métal a vraiment ce truc-là de faire ressortir les émotions négatives et de se sentir bien avec. Mais tout le monde le fait un petit peu, de toute façon, quand on est triste, généralement on aime bien écouter de la musique triste, ce qui peut de loin paraître complètement con, mais
Mais en fait, au final, c'est quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait nous sentir vivants. Et je pense qu'on est ado, quand on est dans des moments comme ça, on a besoin de faire sortir des choses et on n'est pas forcément armé pour les faire sortir à ce moment-là. Mais le métal, il aide à faire ce truc-là, en fait. Il permet d'expulser tout ça, on se sent généralement mieux avec. Donc je comprends tout à fait ce que tu dis en disant que ça t'a sauvé la vie. Je pense que ça a sauvé la vie. Quelque chose c'est tout le côté assez étrange de la chose, qui est une musique qui a été diabolisée absolument, et peut-être celle qui a fait le plus de bien au plus de monde. Donc c'est assez particulier avec le métal. Hier, avec Émilie Fleutot, on avait une rencontre autour de Stephen King, donc qui fait partie des quelques écrivains modestes qui ont été influencés par Lovecraft. Elle disait à peu près la même chose avec l'horreur, le côté horrifique qui nous permet la gestion de la peur, de nous confronter à la mort, qui là, pour le coup, nous concerne absolument toutes et tous. Oui, et puis après, il y a quelque chose qui doit être courant dans toutes les musiques extrêmes, qui a été le cas aussi dans le punk, j'en sais rien. Moi, étant ado, c'est aussi d'avoir... alors, j'aime pas le terme de communauté, mais quand vous allez en concert, etc., les gens sont cool, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité, quoi, qui est quand même... Alors, c'est vrai que c'est pas comme ça au premier abord, c'est pas évident parce que tout le monde se secoue, se saute les uns sur les autres. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui tombe par terre, tout le monde se lève, se précipite pour relever. Enfin, il suffit d'avoir fait un concert de métal pour le savoir. Quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité qui m'a toujours énormément troublé dans les concerts de métal et qui, c'est un vieux con, on est en train de perdre avec quelque part le fait que ça devienne quelque chose de très populaire où il y a des gens qui sont moins dans le milieu, mais c'est très bien aussi que ça se popularise. Quoi. Mais après, voilà, pour revenir à ça, c'est que c'est assez étrange, c'est que pendant très très longtemps, ça a été... c'est presque comme le jeu de rôle, pendant très longtemps, c'est resté sous boisseau. Ouais. On ne comprenait pas. Aujourd'hui, c'est en pleine lumière, mais je n'ai pas l'impression qu'on comprenne plus, en fait. Donc, je ne sais pas comment dire. Oui, ça reste assez énigmatique au final. Et ça fait toujours flipper les parents. Encore heureux, quoi. Bah oui, sinon on perdrait tout. Est-ce que vous avez des questions ? On n'a pas beaucoup de temps pour des questions parce qu'ensuite il y a un concert de contes démoniaques du monde entier. Mais nous avons le temps pour une ou deux questions, si vous promettez d'être bref et bref. Monsieur. Attendez, il y a un micro. Comment vous expliqueriez le fait qu'apparemment Lovecraft n'ait jamais décollé des pulps et qu'il n'ait jamais eu aussi peu de succès que de son vivant? J'ai même cru comprendre qu'il y a énormément de nouvelles qu'il avait écrites et qu'il ne voulait pas voir publiées. Et que c'était grâce à des amis, des connaissances à lui, qui ont pu faire le forcing auprès des éditeurs, qu'un certain nombre de ces nouvelles ont pu voir le jour. Comment vous expliquez ça, ce si faible succès de son livre ? Le mystère, c'est que c'est quelqu'un qui a passé son temps à s'aborder. C'est comme les gens qui ont une sorte d'instinct d'autodestruction. Il y a cette lettre, alors je pourrais la paraphraser, je ne sais plus, mais cette lettre assez célèbre où il écrit, je crois que c'est la première fois qu'il envoie des nouvelles à Werthes, où il dit, en gros, je vous envoie 3 nouvelles, celle-ci c'est la meilleure, si vous ne la lisez pas, si ça ne vous plaît pas, lisez pas les autres, ça ne vous plaira pas. C'est-à-dire que le mec, il joue sa vie, et il dit, en gros, ce que je fais, c'est pas très intéressant, quoi. Quelle est cette logique-là ? C'est ce rapport à l'échec, c'est aussi son rapport... Je pense que ça s'explique presque quasi psychanalytiquement. C'est-à-dire que Lovecraft, donc il a perdu son père assez tôt, il a été élevé par sa mère et ses tantes, et il a été surcouvé presque, tenu prisonnier de ces femmes qui en ont fait leur raison d'exister. Et il a été complètement coupé du monde. Et je pense que voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance. Du coup, ça donnait quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, qui n'avait pas. Il y a ce truc très troublant au moment où il écrit, quand sa mère décède, il dit à la fois c'est horrible, et à la fois j'ai l'impression de renaître. Donc, il a passé son temps à s'aborder. C'est comme s'il avait tout fait pour que ça ne marche pas. Après, bon, c'est pas si clair que ça, mais par exemple, Werthes, je ne vais pas dire de bêtises, mais les spécialistes sont là, ils pourraient redire, mais c'était plusieurs centaines de milliers d'exemplaires Werthes à l'époque, même si c'était du... Voilà, je ne sais pas si vous savez pourquoi on appelle ça du pulp, hein, c'était imprimé sur de la pulpe de papier, donc c'était en gros du résidu de papier, c'est pour ça que aujourd'hui ça coûte si cher, parce que ça ne vieillit pas très très bien. Mais pendant un moment, il aurait pu devenir rédacteur en chef de ce truc-là. Et puis, c'est presque de la faute, t'as pas de chance. Je parle de cet épisode, moi,
qui m'a assez marqué dans la bande dessinée, c'est qu'à un moment, il se met à faire le prête-plume pour Houdini. Et à l'époque, Houdini, c'est une star, quoi. Et il fait une nouvelle pour Houdini, même si c'est un peu compliqué, parce qu'il perd le manuscrit, enfin, c'est toute une histoire. Ça marche. Houdini lui dit, on va faire un essai, etc. Et là, Houdini meurt. C'est-à-dire qu'au moment où tout d'un coup, il aurait pu se sortir de la... C'est de la faute à pas de chance, aussi. Et il n'a rien fait pour se donner de la chance. Oui, on en parlait tout à l'heure sur la biographie Je suis Providence, qui est vraiment pas la biographie ultime, hein, pour l'instant en tout cas. Par S.T. Joshi aux éditions ActuSF. Parce que vu le nombre de pages qu'elle fait, elle restera... Ouais, d'accord. Et on ressent vraiment ça, hein, chaque fois qu'il envoie quelque chose, même à ses correspondants, c'est jamais, tiens, celle-ci, je l'ai envoyée, j'en suis hyper fier. Enfin, c'est très rarement, j'en suis fier. La fin est géniale. C'est tout le temps, bon, j'ai fait ça, mais comme à chaque fois à la fin, ça finit pas très bien. C'est un peu comme si vous essayez de vendre quelque chose à quelqu'un et vous arriviez, vous disiez toujours, tiens, j'ai fait ça, mais c'est de la merde. Évidemment, pour démarrer le truc, c'est un peu compliqué. Et Lovecraft, dans ses échanges, on retrouve beaucoup ça. Il sait pas se vendre du tout, quoi. Non, puis il le veut pas. Ce que vous évoquiez, c'est-à-dire qu'il y a plein de textes qu'il déteste taper la machine à écrire, donc il les tape pas. Il envoie des trucs surarchivés, surnotés, c'est des vrais palimpsestes. Enfin, et donc il fait tout pour que ça ne marche pas. Et effectivement, il y a plein de nouvelles qui sont tapées, soit par des collègues à lui, oui, qui sont envoyées. Enfin, c'est un peu hallucinant, mais ça reste. C'est ce qui fait que c'est sa part d'humanité. En fait, c'est qu'il croit pas en lui. Alors qu'il croyait en ses amis et proches, comme le démontre sa correspondance, c'était quelqu'un qui était très encourageant, très à l'écoute, dans l'échange avec les apprentis écrivains et le cercle par la suite qui s'est constitué. Il était vraiment, il pouvait s'enthousiasmer, pour des textes des autres. Par contre, mais je trouvais ça assez intéressant parce qu'en fait, Lovecraft, il a toujours fait un peu tout pour faire partie un peu de l'élite, mais lui se considérait comme pas très bon en fait dans ce qu'il faisait, mais tout en faisant partie d'une élite. Ouais, là, après, du coup, par rapport à ce que tu dis, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, j'en suis pas loin de penser que ces textes les plus intéressants, c'est ses révisions ou les collaborations. C'est-à-dire quand il travaille avec des gens, où il écrit, il fait quasiment en fait, le prête-plume pour d'autres gens, c'est là où il fait le travail, où il travaille le plus, où il va être le plus exigeant par rapport à son travail. Et donc, du coup, il y a une nouvelle, par exemple, qui est assez intéressante, qui s'appelle Le Tertre, je ne sais plus pour qui il l'écrit exactement, qui est peut-être l'une des meilleures nouvelles de Lovecraft, à dire vrai, quoi. En termes d'écriture, en tout cas. Mais après, voilà, la réponse, elle est mystérieuse. Et moi, en tout cas, quand j'ai travaillé sur la bande dessinée, c'est ce qui m'intéressait, parce que c'est là où il y a l'humanité, en fait. Je pense qu'on est tous souvent peu confiants en soi-même, on a l'impression de ne pas être à notre place, le fameux mythe de l'imposteur. Et donc, il avait ce truc-là, mais très élevé, quoi. Et c'est dingue, quand vous regardez la biographie, le nombre de chances à laquelle, à côté, il a passé son temps à se saborder, en fait. C'est très étrange. Est-ce qu'il y a encore le temps pour une question, si jamais vous avez des... C'est beaucoup trop vite. Pas de question. Moi, j'en ai une autre, une dernière, qui est peut-être justement une à laquelle vous ne pourrez pas forcément répondre, mais pour quelqu'un qui n'aurait pas lu Lovecraft, qui n'est pas entre 15 et 19 ans, justement, quel titre conseilleriez-vous, ou avez-vous chacun préféré relire aujourd'hui, par quelle porte entrer dans l'univers de Lovecraft? Moi, je peux commencer parce que pour moi, la réponse, elle est évidente, en fait. Oui. Il faut lire La couleur tombée du ciel, qui est une nouvelle la plus classique. Après, il y a des choix à faire, ça change. Je pense que... Et pour moi, c'est le choix évident parce que c'est la nouvelle que lui préférait. Donc, à la limite, autant... Oui, autant être fidèle. Après, c'est peut-être c'est la plus classique, il y a plein de choses très... Mais il y a quelque chose qui résiste dans ce texte. C'est pas forcément mon préféré, mais il y a tout. Alors, si vous aimez ça, vous pouvez aller lire d'autres choses. Oui, il y a c'est un concentré d'horreur cosmique dans tout. Ça pourrait être la définition de l'horreur cosmique. C'est cette nouvelle qui a d'ailleurs une adaptation. Alors, il y a eu un film avec Nicolas Cage qui était pas trop mal pour une série B. Ça allait. Et une adaptation en dessin sur YouTube. Genre, j'ai pas le nom des auteurs, je pourrais retrouver pour relayer. Très belle. Tout en noir et blanc et avec quelques touches de couleur, là aussi qui donne une nouvelle interprétation. Parce qu'il y a tout, il y a aussi ce truc, dans cette nouvelle, je trouve qu'il y a ce côté
horreur vraiment Lovecraftienne, mais un peu cet aspect poétique et lumineux à travers dont parlait tout à l'heure Ben un petit peu. Voilà. Vous n'avez rien fait autour de la couleur. C'est prochain peut-être. On verra. Mais il y a le choix, il y a beaucoup de choses. Moi, de mon côté, c'est difficile. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Après, je pense que pour celui qui veut pas forcément comprendre Lovecraft, mais qui veut comprendre pourquoi on parle que de lui, je dirais l'appel de Cthulhu, parce que ça permet au moins de se dire, bon, c'est qui ce personnage dont on entend tout le temps parler, qui est un peu l'entité la plus fameuse dans l'œuvre de Lovecraft. Et moi, j'ai une petite préférence pour... alors, ça dépend de la trad du titre, mais Je suis d'ailleurs ou L'étranger. Vraiment que je trouve... pareil, je l'ai relu plusieurs fois, et je trouve qu'elle a quelque chose... Pourtant, elle est assez désuète, entre guillemets. C'est une nouvelle très... c'est pas un pastiche de peau, mais quasiment. Alors, voilà. Et par exemple, j'ai un fils en 4e, il a lu Je suis d'ailleurs la semaine dernière. Et il a aimé? Et non, parce que je sais pas, parce que c'est Lovecraft, c'est des trucs de son père. Il était un peu emmerdé qu'on lui propose de lire Lovecraft à l'école. Surtout qu'on dit quelqu'un connaît Lovecraft. Je lui dis t'as dit que ton père écrit des bouquins sur Lovecraft? Ça va pas, non. Mais Je suis d'ailleurs, elle est très très belle. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de touchant. Ouais, parce que c'est pareil. Hein. Ouais, c'est bien parce que ça m'étonne pas. Ça va avec la façon. C'est un peu le romantisme noir inspiré de Poe dedans. Donc elle est gothique, elle est très gothique. Elle a un côté très, très roman gothique. Et puis sa correspondance commence à être traduite, et puis il paraît que les éditions Mnemos, le traducteur David Camus sera en train de à nouveau perdre la raison en traduisant. Ils sont en train de traduire la traduction, la correspondance entre Lovecraft et Robert Ward, qui est l'auteur de Conan. Bon, qui permet aussi de découvrir une autre facette, découvrir l'homme, comme on disait au début. Donc Robert Howard, un autre personnage formidable, 33 ans, je pense qu'il fait près de 2 mètres, 120 kilos, et qui, le jour où il perd sa maman, va dans sa voiture et se met une balle dans la tête. Radical. Que des gens avec des destinées fantastiques. Et ben merci Ben, merci Romuald, merci à vous, et je vous invite donc à aller retrouver l'association Miskatonic et la librairie Apostrophe avec quelques titres Lovecraftiens entre autres. Merci à vous, vous êtes déplacés un dimanche où il fait un merci peu à froid. tous. Voilà. Et je pense que voilà, on peut continuer à parler. Merci. Je ne vais pas toucher.